J'étais nul à tel point que ma prof m'a quand même dit un jour « Mais Gaïs, t'es con ». Et au bout de 4 ans, j'étais champion de France. Après ce job en chambre froide, je me suis dit « Je ne pourrais pas avoir un job alimentaire, il va falloir que je me trouve un truc que j'aime bien faire ». Parce que travailler et passer 35 heures par semaine à faire un truc mais que tu trouves pourri, ça te met un électrochoc. Tant que je suis fidèle à mes valeurs, qu'est-ce qui est le plus important? Être fidèle à mes valeurs ou m'écraser en fait devant les autres? Je suis convaincu qu'on a tous à apprendre des uns des autres et qu'il est possible d'extraire le meilleur de ce qui se trouve en chacun de nous pour se construire une vie qui nous inspire et devenir cette personne qu'on a toujours rêvé d'être. C'est pourquoi dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de ces personnalités professionnelles du monde du sport qui ont tout un point commun. Une histoire inspirante à nous raconter et des projets plus fous les uns que les autres à nous partager. Alors partons ensemble à la découverte des secrets de leur réussite. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gaïs Guelaya, coach sportif certifié qui est plus connu sur YouTube et sur Instagram sous le nom de Geek & Fit. Avec plus de 4,5 millions de vues sur YouTube et une croissance qui ne fait qu'augmenter, si je devais résumer le travail de Geek & Fit à quelques mots, j'utiliserais tout simplement son slogan qui est la no bullshit attitude, c'est-à-dire pas de conneries. Ce que j'ai vraiment aimé chez Gaïs, c'est que derrière son air un petit peu provocateur, se cache en réalité un homme au grand cœur, avec ce désir profond d'impacter la vie des gens réellement, en s'attaquant avec un autre regard au milieu du fitness et particulièrement en s'attaquant au mythe du fitness et à toutes ses stupidités. J'ai hâte que tu découvres son parcours, ses ambitions et aussi comment il a trouvé sa mission de vie qui lui permet aujourd'hui de vivre de sa passion. Hey, salut Gaïs. Salut. Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui à Lyon. On est bien posé dans un parc. Surtout, je voulais d'abord te remercier pour être là, présent aujourd'hui dans cette interview. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'être là. Et puis, t'inquiète pas, on s'est déjà vu quand t'es passé à Lyon. Je crois que c'était en février. En novembre. J'ai perdu toute notion du temps. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour la notion du temps. mais oui, ça me fait du coup plaisir de te retrouver encore une fois aujourd'hui et puis devant une caméra cette fois-ci. C'est ça. Moi, Gaïs, avant qu'on se plonge dans la découverte de ta personne, de ta personnalité, de ton travail, j'aimerais te poser une petite question quand même, parce que tout ton travail il est quand même orienté sur la sincérité et je pense que tu y es attaché énormément, tu mets tout l'accent de ton travail là-dessus. J'essaye. Voilà. Mais du coup, voilà, j'aimerais que tu me dises en toute transparence comment et pourquoi on devient youtubeur, créateur de contenu, et est-ce que c'est inné, est-ce qu'on est comme ça, ou est-ce qu'on le devient, et pourquoi? Alors, comment est-ce qu'on devient youtubeur? Moi, j'ai aucune idée de pourquoi les autres l'ont fait, de comment les autres l'ont fait, mais en tout cas, moi, il faudrait peut-être un petit peu expliquer mon parcours au niveau artistique d'abord. Moi, il faut savoir que je viens d'une famille vraiment d'artistes, c'est-à-dire que pour le coup, ma mère a fait les beaux-arts, mon père était chanteur-guitariste, mon beau-père photographe professionnel. J'ai toujours traîné dans des milieux artistiques, j'ai fait un lycée sciences et techniques des arts appliqués et je ne peux pas enlever ça. Je pense que ça m'a quand même un petit peu, si ce n'est, motivé, au moins conforté. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube. En plus, j'étais pas trop mauvais en théâtre et des choses comme ça. Donc j'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube, mais j'avais pas de sujet. Et je considérais que ça servait à rien de lancer une chaîne sans sujet, juste pour m'exposer. Alors que maintenant, c'est un peu plus le cas. Mais à l'époque où je voulais lancer une chaîne, je devais avoir quoi, entre 14 et 15 ans et c'est quand YouTube a démarré quoi, et il y avait des gens qui racontaient leur vie avec humour, mais moi ça me plaisait, c'était pas trop ton délire. C'était rigolo, j'adorais regarder ça, mais je me voyais pas le faire. Et du coup, clairement, donc là c'était ce que je pensais te poser comme question, mais tu n'as pas fait YouTube pour la célébrité, on est d'accord. Alors est-ce qu'au départ, peut-être que quand même il y a cette part de célébrité ou de renommée que tu avais envie d'avoir? Alors c'est tout simple. En fait, moi au départ j'avais un blog qui s'appelait Geek & Fit et je voyais que les articles que je faisais sur ce blog-là, alors ils étaient... Franchement, ça ne sert à rien d'aller chercher le blog. Maintenant, ils sont tout pourris, je suis vraiment plus d'accord avec ce que je disais. Mais ça s'inscrivait un petit peu dans ma démarche de vouloir aller proposer des choses aux gens sportivement qui étaient cool. Et je me suis dit, bêtement, si je fais un blog et que je veux devenir coach sportif, ça sera une vitrine pour moi, ce sera intéressant. Et en plus, le fait de m'astreindre, parce que j'en faisais un par jour à une époque, m'astreindre à faire des recherches comme ça, forcément, ça va m'apporter de la connaissance. Donc c'est gagnant-gagnant. Et je me suis rendu compte qu'en guise de vitrine, un blog,
blog, à moins d'être très très fort pour le référencement, etc., c'était pas ouf. Et du coup, après quasiment 6 mois, voire 1 an, je me suis dit, bon, mon blog c'est bien, je devais avoir une centaine d'articles dessus, je devais arriver à la centaine d'articles, ben, je me suis dit, je vais passer sur YouTube, puis on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, toi, dans cet objectif-là, quand tu t'es mis sur YouTube, il y avait quand même cette idée en tête de gagner de l'argent avec ou pas? Gagner de l'argent... Tout du moins de faire évoluer ton business, on va dire. Ouais, bien sûr. Ben, au départ, oui, pour moi, c'était une vitrine. C'est-à-dire qu'il y avait apporter de l'information aux gens de façon la plus sincère possible et il y avait aussi me faire une vitrine pour plus tard quand je serai coach sportif. Et j'ai toujours vu les deux d'une façon, on va dire, complémentaire. Ouais, bien sûr. Justement, tu nous parlais de YouTube et tu nous as parlé de Geek & Fit, donc ton premier blog. Et alors moi, j'aimerais savoir, parce que tu es connu sous ce nom-là, hein, Geek & Fit aujourd'hui. Oui. On ne te nomme jamais par ton prénom, je pense. Enfin, si peut-être, mais tu es connu sous ce nom-là, on va dire. Et pourquoi Geek & Fit en fait? Geek & Fit, est-ce que c'est quelqu'un de différent de Gaïs ou c'est exactement la même personne, mais c'est juste... Bah, tu vas peut-être nous raconter la petite histoire derrière la création de tout ça. Alors, en fait, pour moi, au départ, c'était pas du tout un pseudo, c'était le nom de ma chaîne. C'est-à-dire que pour moi, Geek & Fit, c'était le nom de mon blog d'abord, et ensuite qui s'est transféré à ma chaîne. Et ça a toujours été, on va dire, un titre, parce que je voulais pas mettre Gaïs Guelaya, et puis parce que je trouvais que c'était, si on me cherchait, on va dire, Geek & Fit, ça avait plus de peps, plus d'impact, et on avait les deux aspects que je mettais au départ sur le blog, un petit peu moins maintenant, mais quoique ça se retrouve dans un autre aspect, on va dire, geek et fitness. Moi au départ, je voulais apporter du fitness aux gens geeks, on va dire, parce que, par des moyens geeks, parce que j'aimais bien les deux, basiquement. Et maintenant, on retrouve bien moins de contenu, on va dire, geek sur ma chaîne, mais quoique, puisque geek, en fait, au départ, c'est passionné, et je trouve que ça correspond toujours plutôt bien à mon état d'esprit, donc j'ai gardé cette idée-là, mais c'est plutôt du coup geek dans le sens, je suis passionné de tout ce qui a trait à la musculation, au fitness, au sport, de façon générale, à la préparation physique, peut-être surtout même. Ok. Et donc du coup, geek pour toi, c'est vraiment cette image, parce que quand on dit geek, on a un peu cette image du mec derrière son ordinateur avec ses petites lunettes, tout ça. J'ai rien contre les geeks, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, toi, est-ce que tu te catégoriserais comme un peu ce genre de personnes geek, mais qui vont chercher pas à jouer, mais à chercher de l'information? C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est véritablement le cas, parce qu'il faut quand même se dire que, tu vois... Pardon, il y a quelqu'un qui est passé entre temps. Je disais... oui, en fait, c'est exactement ça pour moi. C'est ce côté-là, parce qu'il faut savoir par exemple que moi, tous les matins, je lis en moyenne, je passe un petit temps à lire, disons 2 heures, tu vois, de mon temps. Je le mets sur la lecture d'articles scientifiques, d'études, de livres en rapport de près ou de loin avec la préparation physique et sportive, quelquefois avec le développement personnel aussi, ou le développement de mon business. Et ça, forcément, ça te fait passer du temps devant les écrans, ça te fait passer du temps dans les bouquins. Donc il y a ce côté-là. Ce côté geek et puis, qui est inhérent à la chose. Et puis il faut savoir que moi, en dehors du kendo, où j'y vais, je sociabilise avec les gens et voir mes potes 1-2 fois par semaine, je suis plutôt quelqu'un de casanier, quoi. Tu vois, je reste chez moi, je fais je recherche, etc. Ça me dérange absolument pas d'aller ailleurs. Hein. Moi, j'ai fait des longs voyages à l'étranger, etc. Mais il faut savoir qu'il y a quand même cet aspect-là chez moi. Ok. Et je pense que c'est un aspect quand même qu'on retrouve chez pas mal de créateurs de contenu aussi, parce que quand on crée du contenu, malheureusement ou heureusement, on passe beaucoup de temps devant son ordinateur à chercher des choses. C'est ça, il ne faut pas que ce soit dérangeant. Mais moi, il faut savoir... C'est quelque chose qui te passionne profondément, on le sent de toute façon quand on parle, donc c'est presque naturel, j'ai envie de dire, c'est ça? C'est ça, puis ça fait... Moi, j'ai eu un ordinateur, j'ai eu de la chance de la chance ou je sais pas, hein, mais en tout cas, ça a été comme ça dès mes 9 ans. J'ai eu un ordinateur dans ma chambre, donc j'allais regarder des trucs sur internet, j'allais jouer. Alors, au départ c'était juste pour jouer, et puis en fait très rapidement à mes 9-10 ans, enfin même dès le début en fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu un ordinateur, c'est aller sur des forums internet, sur le forum Magic Corporation, et aller discuter avec des gens. Alors c'était pourri, mon orthographe était horrible, etc. Mais j'ai toujours écrit, lu énormément en fait, et ça s'est transféré de
lecture de livres, parce que faut savoir que jusqu'à mes 7... jusqu'à mes 9 ans en fait que j'avais mon ordi, mais même plus tard, on va dire jusqu'à mes 13-14 ans, j'ai toujours lu énormément, mais quand je dis énormément, c'est que c'était 50 bouquins par été, quoi. Donc c'est des bouquins, hein, pas des mangas ou quoi que ce soit, des livres. Et j'ai toujours adoré ça, et ça c'est... En fait, la transition s'est faite naturellement. J'ai toujours lu des tonnes et des tonnes d'articles, des tonnes de choses. J'ai toujours interagi sur des forums avec des milliers de messages avec des gens. Donc forcément, c'est un peu ce transfert-là, c'est un petit peu fait quand j'ai attaqué, on va dire, la prépa physique et la musculation. Ok, on ressent vraiment, enfin moi je le ressens en tout cas comme ça. Je ne sais pas si les gens qui regarderont le ressentiront, mais moi je ressens ta passion autour de ça. Et tu vois, dans ton contenu, je trouve, pour le regarder régulièrement, on sent vraiment cette envie et toutes ces recherches qu'il y a derrière, et cette envie d'aller creuser. Et ça, je trouve qu'on le retrouve très très bien chez toi, et au final depuis tout jeune, quoi. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai que ça. On se rend peut-être pas compte du travail monstre qu'il y a derrière. En fait, c'est surtout ça que je voulais mettre en avant, c'est que là, tu nous dis que tu passes quand même des heures et des heures de recherche pour donner une vidéo. Et en fait, voilà. C'est le travail, enfin le processus de création d'une vidéo. Quand je crée ma vidéo, quand je décide du sujet de ma vidéo, ça me prend peut-être, allez, si je dis 2 jours d'écriture, c'est le grand max. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand j'ai décidé de créer ce sujet-là de vidéo, comme je me renseigne sur tout en permanence et que je lis tout ce qui se fait, en fait, c'est juste une affaire d'aller rechercher aux endroits que je connais les choses. On en reparlera plus tard si tu veux tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on s'intéresse justement à ton processus de création de vidéo. On va garder ça pour. Très bien. Il n'y a pas de souci. Mais il y a du travail du coup, mais c'est peut-être pas le travail en tout cas qu'on peut avoir l'impression. Mais c'est vrai que du coup, il y a un travail qui n'est pas forcément quantifiable. C'est surtout ça que je voulais dire. Ok, génial. Et du coup, toi, il y a quelque chose qui ressort quand même de Geek & Fit. Je pense que c'est ton slogan entre guillemets, le no bullshit attitude. Comment tu pourrais nous expliquer ça, et pourquoi un petit peu aussi cette quête de l'information toujours, et cette quête de la vérité? Ta chaîne de fitness, c'est quand même aller critiquer presque ce qui se fait dans le milieu, ce qui se fait de populaire, pour rétablir la vérité sur les choses et informer les gens de ce côté-là. Alors, j'oserais pas dire que je rétablis la vérité, mais j'apporte des nuances. Et déjà, c'est quelque chose qui est, selon moi, essentiel au milieu du fitness et qui manque beaucoup, puisqu'en fait on a beaucoup de gens qui sont très catégoriques dans leurs propos, et le fait d'avoir... Fitness francophone du coup, fitness mondial même, tu fitness francophone, surtout. Francophone, okay. Surtout. Après, à l'échelle mondiale, on a des petits clusters comme ça. Je ne connais pas tous les pays, hein, malheureusement, donc je ne peux pas vraiment savoir. Les anglophones, je suis sûr qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en France. Nous, on sait ce qui se passe du côté anglophone, uniquement parce que l'anglais, c'est la langue universelle, surtout la langue des études scientifiques, etc. Et donc, oui... On va chercher de l'information là-bas. Voilà, c'est ça. Je dirais que oui, je m'attaque plus au fitness francophone parce que c'est le milieu, je trouve que c'est un milieu qui est relativement coupé de ça, paradoxalement, alors qu'on s'inspire d'eux. Mais oui, dans l'ensemble, du coup, j'essaye, quand on parle de no bullshit attitude, d'apporter de la nuance, plutôt que de rétablir forcément la vérité, parce que ce que je dis moi, et il faut bien l'entendre tout le temps, c'est soumis à mes propres biais. C'est-à-dire que même si j'essaye d'être le plus objectif possible et d'être le plus vrai dans ce que j'apporte, forcément, s'il y a quelque chose que je ne connais pas, je ne pourrais pas l'apporter. Et s'il y a quelque chose qui a l'air pas trop mal, mais qui ne me semble pas vraisemblable, je le dirai, et peut-être que je le mettrai inconsciemment moins en avant dans ma vidéo. Donc j'essaye d'apporter de la nuance et de faire en sorte de rester ouvert à l'évolution aussi. Parce qu'il y a des choses, je sais forcément qu'un jour, des vidéos sur ma chaîne YouTube vont être obsolètes. Parce qu'en fait, on aura... Les contenus seront dépassés, on aura des nouvelles connaissances qui seront arrivées. On aura de nouvelles choses. Et même des contenus maintenant que je vois, j'ai envie de les repréciser, des choses que j'ai fait il y a des années, mais c'est ce que je précise tout le temps. Il ne faut pas me croire comme un gourou, il faut juste me voir comme une source d'information intéressante, peut-être alternative à ce qu'il peut y avoir à côté, qui est un petit peu dogmatique. Voilà. Je partage totalement ton point de vue, et c'est vraiment quelque chose qui manque justement un petit peu en France, je trouve, et c'est vraiment intéressant d'avoir des personnes comme toi qui sont là pour ça. Donc je te remercie déjà pour ton travail, et je pense que j'invite les gens qui écouteront ceci à aller suivre ton travail. Voilà. Merci, c'est gentil. Alors justement, maintenant que ces personnes vont peut-être découvrir ton travail, pourquoi elles auraient intérêt à
regarder ton contenu et pourquoi une personne qui voudrait reprendre sa santé en main, on va dire, ou même prendre soin de son corps, se remettre au sport, tout ça, elle aurait intérêt à pas rester sur simplement les informations qui sont populaires, donc les premières choses, et aller creuser un petit peu plus loin, et par exemple à te suivre toi sur ta chaîne. Qu'est-ce qu'elle pourrait y trouver au final d'intéressant pour leur vie? Si je peux préciser un tout petit peu, pardon si je te coupe, mais est-ce que ça serait vraiment parce que le contenu qui est donné peut être dangereux pour la santé, ou est-ce que ça serait vraiment, non, si on veut aller plus loin, qu'on veut optimiser les choses, la performance et les progrès sportifs? Il y a plein de choses. Il y a déjà, une première raison, c'est qu'il y a certaines choses qui sont effectivement dangereuses pour la santé, mais ce n'est pas la majorité de ce qui se passe dans le fit game. Il y a des choses qui sont dangereuses pour le porte-monnaie. Et là déjà, je trouve qu'il y a une attache particulière, il me semble. Pour moi, c'est important parce que l'objectif, c'est pas d'arnaquer les gens, de leur survendre des choses. Et ça m'embête de leur survendre certains concepts parce que tout le monde a un petit peu sa propre méthode et qui a envie de mettre en avant sa propre méthode. Et dès ce moment-là, pour moi, c'est un peu malhonnête, dans le sens où il n'y a pas une méthode qui est supérieure à toutes les autres. Il y a des méthodes qui sont meilleures, hein, évidemment, dans l'ensemble, mais tu as quand même, grosso modo, pas une qui ressort sur toutes les autres, parce que, et voilà, il faut bien le prendre en compte, nous sommes tous des êtres humains différents. Et c'est là en fait où j'ai envie d'en venir, c'est que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit oui mais moi je vais juste suivre les choses populaires, et il va progresser, j'en suis sûr, mais l'idée, pour moi en tout cas, l'idée de derrière ma chaîne YouTube, c'est de lui apprendre pourquoi ça fonctionne. Okay. Parce que si jamais il y a un truc qui cloche, qu'il puisse agir en conséquence exactement. De sa propre autonomie. Exactement. Okay. C'est le détenteur du savoir, c'est celui qui a le pouvoir. C'est-à-dire que quand tu te retrouves en fait avec des gens qui te disent oui mais les études scientifiques ça sert à rien, etc. Il faut se baser sur la physiologie, il faut se baser sur telle chose, etc. Ils oublient en fait que derrière la physiologie, derrière tout ça, il y a des études au départ. Tout le savoir actuel humain, en tout cas dans le monde du sport et de la physiologie, mais je dirais même tout le savoir, a soit été découvert par des études scientifiques, soit confirmé par des études scientifiques. De toute façon, derrière tout ça, il y a un scientifique. Donc, soit tu choisis de te mettre au courant et d'être capable d'agir là-dessus, soit tu choisis de ne pas le faire et te dire ouais de toute façon ça sert à rien, mais le jour où ça cloche, le jour où il y a quelque chose que tu comprends pas, etc., il va falloir que tu t'en remettes à une personne qui elle sait. Donc moi j'invite juste en fait, je pense permettre à mon humble niveau aux gens d'être plus autonomes. D'accord. C'est vraiment, du coup, si on devait donner un mot, deux mots plutôt, du coup, c'est rendre autonome les personnes qui c'est ça, c'est ça. Mais ne pas hésiter non plus, je veux dire, c'est pas parce qu'on est autonome qu'on n'aura pas besoin d'un coach plus tard ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas ça le souci. C'est juste que quand on comprend pourquoi le coach nous fait faire telle chose, on va plus vite ou on sait quoi lui dire si jamais ça se passe mal. Ok, je comprends mieux ta logique et c'est vrai que c'est tout à fait honorable de penser comme ça et c'est vraiment... Merci. Je pense, hein, de toute façon, ce n'est que mon avis, mais vous nous direz en commentaire si jamais vous pensez la même chose. Alors là, justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette partie un petit peu plus business maintenant, parce que toi, déjà, j'aimerais peut-être que tu nous partages ton parcours, parce que tu es coach sportif aujourd'hui, diplômé, ça n'a pas toujours été le cas évidemment. Et est-ce qu'au départ tu te destinais à autre chose, à une autre voie professionnelle? Oui. Avant, je me destinais, j'ai fait un lapsus révélateur, c'est-à-dire que je voulais devenir dessinateur. Je voulais devenir dessinateur dans le milieu du jeu vidéo, donc devenir character designer, ce que veut faire approximativement tous les gens qui font du dessin et qui veulent travailler dans le milieu du jeu vidéo. C'est quelque chose de très commun en fait. Character designer, je crois qu'il y a concept designer aussi. Enfin bref, c'est un peu tout ce genre de choses-là. C'est en gros, tu designs les personnages pour des jeux. Waouh, c'était super, c'était mon rêve. J'ai appris à dessiner avec un dessinateur de BD qui est excellent en BD, qui m'a appris les bases. Je ne pense pas avoir le quart de son niveau, mais j'ai quand même acquis
un certain niveau grâce à ça, que j'ai pas fait fructifier, on va dire. À 15 ans, je devais être à peu près aussi bon que je le suis maintenant, même si je m'améliore petit à petit. Hein, mais, tu continues quand même un petit peu le dessin? Ouais, bien sûr, notamment pour l'anatomie en fait. C'est-à-dire que je me suis remis au dessin tous les jours pour comprendre l'anatomie et c'est un superbe outil pour ça. Et du coup, est-ce que quelque part, donc tu étais parti là-dessus, est-ce que quelque part on retrouverait pas un petit peu chez toi cette idée de dessiner une personne via le coaching, via l'apprentissage que tu le fais et tu vois l'idée où je veux en venir? Mais je pense qu'en fait le dessin mène à ça, mène à la compréhension du monde parce que si tu ne comprends pas ton dessin il va être moche. Et c'est pour moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi le dessin? Parce que je voulais comprendre le monde. Okay. Pourquoi est-ce que je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvais en dessin, même si c'est pas exceptionnel ce que je fais? Parce que j'essaye de bien comprendre comment les choses s'agencent et comment ça se passe. Et du coup, derrière, ça se retrouve aussi dans ma vision du coaching, c'est-à-dire former les choses, on va dire. Okay. Et donc, du coup, au départ, je voulais faire ça. Et après, derrière, j'ai bifurqué. C'est quoi le déclic entre guillemets? J'ai le kendo. C'était mon art martial que j'ai commencé quand j'avais 13 ans. J'étais nul en kendo, mais vraiment très très nul, à tel point que ma prof m'a quand même dit un jour « Mais Gaïs, t'es con ?» Mais vraiment, elle, il faut savoir qu'elle était professeure des écoles à côté. Donc elle en avait des débiles, on va dire. Enfin, je plaisante, hein, mais elle se permettrait pas, en tout cas, de dire ça à un élève, tu vois. Mais ça l'a choqué. Et au bout de 4 ans, j'étais champion de France. Donc ça, voilà, les 2 premières années, j'étais le plus nul du club et au bout de 4 ans, j'étais champion de France. Je dis pas que c'était pas parce que j'étais ultra doué en sport ou quoi que ce soit, mais juste parce que je me suis accroché en fait. Je me suis accroché et j'avais de la volonté et je travaillais et je pratiquais tout le temps. Et la passion, elle est venue par ça, plutôt que la passion est derrière ça. J'étais passionné, on va dire, par le Japon. Ça m'a fait commencer le kendo. Ça s'est transféré au kendo par la volonté qui a été appliquée dedans. Et derrière, je me suis cherché en fait, et c'est marrant parce que tu vois, après mon lycée d'art, j'ai fait une première année LEA anglais-japonais parce que je voulais me rapprocher du kendo. Après, je me suis rendu compte que le japonais, ça me plaisait pas, c'était le kendo qui me plaisait. Je suis parti 5 mois au Japon. L'importance de tester au final, c'est ça? À mon avis. Pour se trouver, on n'a pas le... Tu vois, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est des choses, quand les gens sont jeunes surtout, qui ont parfois du mal, ils veulent, et absolument aujourd'hui on a cette pression de la société qui veut nous donner une voie. Et là on voit qu'au final cette voie on la trouve pas de manière innée, mais on la trouve en testant des choses et tu te rends compte de choses que tu n'aimes pas et c'est peut-être quelque chose, enfin je sais pas comment on peut dire ça, mais quand tu te rends compte que tu n'aimes pas quelque chose, c'est un énorme plutôt que d'essayer de trouver ce que tu aimes en fait. Je suis entièrement d'accord parce que si tu veux, pour partir au Japon, parce que je suis parti pendant 5 mois au Japon, m'entraîner avec les meilleurs mondiaux, etc. C'était génial. Ah ouais, c'était génial. Mais avant ça, il a fallu que je trouve les sous pour y aller. Et j'ai bossé. J'ai bossé d'arrache-pied pendant 4 mois en chambre froide. Au départ, c'était 35 heures par semaine. À la fin, c'était 55. J'ai bossé comme un timbré. En plus, c'était le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy. Donc, j'avais beaucoup d'argent en heures sup, quoi. Ça m'a dû me faire un truc comme 7 000 €, tu vois. Donc, je suis parti avec ça au Japon. Et il faut bien savoir quelque chose, c'est que quand j'ai fait ce boulot-là en chambre froide, avant, je me disais, je pourrais avoir un job alimentaire. De toute façon, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le kendo. Après ce job en chambre froide, je me suis dit, je ne pourrais pas avoir un job alimentaire. Il va falloir que je me trouve un truc que j'aime bien faire. Parce que travailler et passer 35 heures par semaine, voire quelquefois 50, à faire un truc, mais que tu trouves pourri, ça te met un électrochoc. Et moi, je dirais... C'est ça qui te met sur la voie du truc. Moi, je dirais, tous les jeunes qui veulent se lancer dans quoi que ce soit dans la vie, avant, faites-vous des jobs d'été bien pourris, du McDo, des trucs vraiment... J'ai tout fait, moi, dans ma vie, depuis mes 15 ans. Depuis mes 15 ans, je bosse l'été. J'ai fait vendeur de journaux, j'ai bossé au McDo, j'ai fait la chambre froide, j'ai travaillé dans une ferme, j'ai fait du service en restaurant. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de la manutention après derrière parce qu'il a bien fallu vivre. J'ai fait prof d'art plastique aussi pour la réforme des rythmes scolaires. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait,
je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est ça, comme tu disais, qui m'a un petit peu aiguillé vers ça. Donc j'ai fait, comme je t'ai dit, ma première année d'LEA anglais-japonais, je suis parti au Japon et quand je suis revenu, je me suis dit, je pense que je vais être coach sportif, mais pour ça, il va falloir que je trouve un moyen d'accéder à tout ça. Alors au départ, je voulais faire un BPGEPS. J'ai pas été accepté dans la formation format sport, je crois que c'était ça à l'époque. Bref, je cite les noms, je m'en fous. Ouais. Mais en tout cas, il y avait eu des épreuves, j'étais plutôt content de mes épreuves, j'avais eu mes TEP, etc. J'avais pas été accepté. Pas grave. Du coup, j'ai fait 1 an à faire prof d'art plastique, etc. Et je me suis dit, parce qu'à l'époque, j'étais avec une Mauricienne. Et je voulais aller m'installer à l'île Maurice, vivre à l'île Maurice. Et il faut savoir qu'un BPGEPS, on s'en fout que tu l'aies à l'île Maurice, c'est un autre pays. Hein. C'est pas la France, contrairement à ce que pensent les gens. Big up aux Mauriciens, pardon, parce que je sais qu'ils ont vraiment, ça les fait chier quand on dit que c'est une colonie de la France. Ça l'a été, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est pas un dom-tom. Voilà. Et du coup, oui, donc du coup, je voulais vivre à l'île Maurice et je me suis dit, je vais passer un diplôme de personal trainer américain qui a la même valeur, on va dire, que le BPGEPS à l'étranger, mais qui coûte 10 fois moins cher. Donc j'ai fait ça. Donc totalement à distance. Totalement à distance. Il faut savoir que, parce qu'après derrière j'ai passé un BPGEPS, mais j'expliquerai ça un petit peu derrière. Il faut savoir que du coup j'ai appris plus de choses, je pense, dans ma formation de personal trainer que en 4 mois, du coup, avec tout à distance, etc. Sur la physiologie du sport, sur le métier proprement parlé de coach sportif, que dans ma formation en BPGEPS. Ceci étant dit, je ne vais pas cracher sur le BPGEPS non plus, hein, mais c'est une formation qui pour moi a duré 1 an et demi, le BPGEPS, et j'ai eu moins, et pourtant elle a coûté plus cher, j'ai eu moins de connaissances et des choses comme ça. Voilà, et puis, mais c'est pas un mal, mais il faut juste dire que c'est pas au prix de la formation qu'on peut juger de la qualité de la formation, et c'est pas au nombre de temps que tu vas avoir passé dessus, c'est vraiment, ça dépend d'un tas de choses et il ne faut pas se formaliser là-dessus. Mais avec ça, on ne peut pas coacher en France. Et quand j'ai rompu avec ma copine mauricienne, enfin c'est elle qui m'a largué et c'était ma fiancée à l'époque, donc j'étais vraiment pas prêt. C'est pas grave, hein, je le vis très bien à l'heure actuelle. Et du coup, je me suis dit merde, comment je vais faire? Donc, une fois que j'ai fait ça, on va dire qu'on a rompu à Noël. Et j'ai eu, on va dire, 6 mois où j'ai continué. Pas trop quoi faire. J'ai continué mon taf, prof d'art plastique, machin, trucs comme ça. Mais j'ai pas fait des trucs incroyables à côté de ça. Et derrière, ma famille en fait a touché un héritage. Et du coup, j'ai eu un petit peu d'argent et je me suis dit, je vais partir aux États-Unis pendant 1 mois. C'était mon rêve. Je voulais vraiment aller à New York, tu vois. Donc pendant 1 mois, je suis parti à New York et avant la fin de ce mois-là, tu as eu un gars qui s'appelle Anthony Barquisso et qui gère les Genae en France. Donc c'est le club dans lequel je travaille. C'est la chaîne, on va dire, petite de 3 clubs dans lequel je travaille, qui lui est un grand entrepreneur français en fait. Hein. Il a travaillé avec le patron de Decathlon. Enfin, au départ, Genae, c'était une idée du patron de Decathlon. Donc, et c'est lui qui a développé ça et qui a repris ça derrière. En gros, ma mère le connaît parce que son fils était dans sa classe, parce que ma mère est instite. Et du coup, comme quoi, hein, et le hasard des choses parfois. Du coup, elle lui a parlé de moi, de ma chaîne YouTube, ce qui lui a permis en fait de dire ok, moi j'ai pas de souci, on fait un BPGEPS parce qu'en fait ils ont lancé une formation BPGEPS, tu peux venir y participer et t'es stagiaire dans notre salle. J'ai dit ok. Je vais faire ça et je suis revenu genre 3 jours avant de New York parce qu'il fallait repasser les TEP parce qu'ils avaient changé. Donc j'étais à décalage horaire complet, j'ai passé mes TEP, c'était pas un problème. Et là ça a été concluant et t'es rentré en tant que coach sportif. Voilà, et du coup après j'ai passé 1 an et demi à faire mon BPGEPS qui était, par rapport à toutes les connaissances que j'avais accumulées, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, qui était facile en fait en termes de connaissances. Mais et là-dessus, je veux être très insistant, le métier de coach sportif en salle, ça n'est pas une question uniquement de connaissances, c'est peut-être même pas une question majoritairement de connaissances. Mais de pratique avec les gens. C'est-à-dire que de connaissances, en tout cas dans le sens préparation physique, musculation. Le but d'un coach sportif, c'est avant tout de faire en sorte que les gens fassent du sport, qu'ils ne se blessent pas,
et qui, comment dire, est un petit peu de faire tout dans une salle et de savoir gérer un petit peu une salle, etc. Et après, derrière, enfin, on est sur du conseil de qualité. Ces aspects-là, on va dire, j'en ai cité 4 là, Ouais. ils sont dans cet ordre-là, mais ça ne veut pas dire que le dernier est facultatif, hein. Mais je veux dire par là, ce n'est pas la priorité. Et donc, si tu veux apprendre le métier de coach sportif, fais un BPGEPS. Parce que le métier... Ou toute autre formation certifiante. avec un stage. Avec un stage. Avec de la pratique Voilà, aux côtés des athlètes. voilà. Il faut qu'il y ait un stage, donc je crois que le DUST se fait aussi comme ça. Il y a même les formations STAPS, licence, Même, ouais. entraînement sportif, des choses de Mais j'ai un peu c'est plus... très différent. Ouais, c'est ça. J'ai un peu plus de réserve, enfin, j'ai pas de réserve sur les connaissances qui sont apportées par STAPS, c'est très bien. J'ai mais fait STAPS, donc je pouvais, voilà. mais non, mais c'est super, mais l'idée c'est qu'il faut quand même se dire que si tu veux être coach sportif en salle, et après derrière coach sportif personnel, qui est encore une autre chose, hein, mais si tu veux être coach sportif en salle, je pense que STAPS, si tu n'as pas eu de stage en structure, c'est pas suffisant pour être très compétent. Voilà, la vraie expérience de terrain prime là-dessus. Voilà. Alors justement, donc toi tu es coach à côté en même temps, hein, Ouais. donc à temps plein, je sais pas comment. Non, tu vois. Alors moi j'aimerais te poser la question quand même, comment tu fais pour t'organiser, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder, qui ont envie de lancer des chaînes YouTube, qui ont des choses à partager et qui n'ont pas forcément le temps. Comment toi tu trouves le temps pour créer ton contenu et quel est un petit peu le processus que toi tu mets en place pour créer ton contenu? Est-ce que par exemple tu te lèves un matin et tu te dis bah tiens, paf, j'ai cette idée là, il faut que je la fasse, ou est-ce que tu es plutôt du genre à tout planifier, ou voilà, à laisser place à l'inconnu, ou peut-être à tout simplement répondre à des questions qu'on te pose? En fait, il faut savoir que alors déjà, si je devais te faire toute l'organisation de mon travail, Ouais, ça pourrait être intéressant. je suis... Ta journée type entre guillemets, allez, Voilà, allons-y, ta routine. je suis un... Les gens en fait m'appellent un bourreau de travail, dans le sens où je passe mes journées à bosser, on va dire, et je me regarde 1 ou 2 épisodes de série dans les moments où je suis en mode bon, j'en peux plus, je regarde un épisode et je repars. Okay. Mais c'est dans l'ensemble, je passe ma journée à... Le matin, je me lève, en règle générale, entre les jours où je travaille 5 heures et les jours où, enfin je travaille à la salle, hein, je veux dire 5 heures parce que je m'entraîne avant, et les jours où je ne travaille pas à la salle, on va dire 7 heures, 7h30, et je passe 2 heures, on va dire, à peu près, à lire, à me renseigner, etc. Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit temps de pause, et d'une vingtaine, trentaine de minutes, et je fais mon sport qui en règle générale dure 2 heures aussi. Derrière, je me mets à bosser pendant tout le reste de la journée, donc ça dépendra des priorités du jour. Si c'est faire un programme sportif pour un client, avoir un appel avec quelqu'un, faire une interview comme ici, faire je ne sais quoi d'autre, travailler sur mes vidéos YouTube, etc. Et ça jusqu'à grosso modo, évidemment je mange, hein, je mange, et ça jusqu'à grosso modo 22 heures. Et puis après je dors. Donc, ça fait des journées quand même bien pleines, bien remplies. C'est ça. Et en gros, si tu veux, moi, les conseils que j'aurais à donner, c'est organise-toi de façon à alterner les tâches que tu fais. C'est-à-dire que quand tu travailles sur autant de temps, il ne faut pas que tu passes plus de 1-2 heures, on va dire, sur la même tâche. Il faut faire autre chose. Par exemple, moi, je sais que j'ai tendance à... je suis quelqu'un qui, quand je sors quelque chose dans mon appartement, que je fais un truc, je ne range pas. Je ne range pas le truc, donc ça finit en bordel, même au bout d'une demi-journée, quoi. Et en fait, du coup, le temps, je prends du temps, après avoir bossé un peu, à ranger. Et en fait, ça me fait sortir déjà devant mon écran, donc comme ça je bouge un petit peu, je m'oxygène un petit peu le cerveau, et après je rattaque sur quelque chose d'autre. D'accord. Mais quelquefois, par exemple, si je suis à fond sur un gros projet, ça peut changer, hein. Si je dois sortir une vidéo comme ça, etc., je peux ne pas ranger pendant 2 jours, et après c'est compliqué. Mais dans l'idée, c'est un peu comme ça que ça se passe pour moi. D'accord. Et il faut se dire aussi, si tu veux, mon processus de création de vidéos, comme je l'expliquais, c'est les sujets en fait que je prends. Déjà, il faut se dire que c'est un peu un mélange de tout. J'ai un dossier, un Google Doc, où j'ai plein d'idées de vidéos. Et quelquefois, elles évoluent. Quelquefois, elles passent aux oubliettes, je ne les traite jamais. Et quelquefois, ça devient ma priorité absolue. Mais
je les ai au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que, par exemple, je te donne le processus typique, c'est je fais une story sur Insta, je parle d'un sujet. Ensuite, je me dis, ah, cette story, elle est cool. Parce qu'en vrai, j'ai développé mon sujet de cette façon-là, parce qu'en fait, je l'avais en tête avant. Je me dis, ah, c'est bien, ça ferait un sujet sympa pour faire un post. Je fais mon post sur le sujet. Du coup, parce qu'il faut savoir aussi que je fais des posts. Ouais, et voilà. Ça prenne pas mal de temps aussi, j'imagine. Oui, parce que je dessine aussi du tout. Donc, du coup, voilà, ça me prend un petit peu de temps. Et après, derrière, une fois que j'ai fait mon post, je me dis, en règle générale, je me dis, ah ouais, ça mériterait quand même une vidéo pour être un peu plus approfondie. Okay. Et ça, on va dire que c'est le processus typique, même si quelquefois ça passe pas du tout par ces étapes-là. Mais on va. Des fois, tu rebondis quand même un petit peu sur l'actualité, de choses qui peuvent se passer ou... Ouais, ça m'est arrivé par exemple pour The Game Changers, ou ça m'est arrivé pour d'autres choses. Mais il faut savoir que je vis un petit peu déconnecté de la réalité populaire. Je vis plus connecté à la réalité scientifique dans le monde du sport. Donc, parce que je suis abonné à des périodiques, pas de journaux scientifiques à proprement parler, mais des revues d'articles scientifiques. Donc en fait, ce sont souvent les études qui viennent de sortir. Donc je lis ce qui vient de sortir. Et tu crées donc du coup quelque part ton contenu quand même en fonction de ça, plutôt que sur la popularité de ce qui se passe en ce moment. Non, ouais, ça dépend aussi, et c'est pas plutôt par rapport à la popularité, c'est que quelquefois il va y avoir un article qui va m'intéresser, je vais le noter dans un coin, puis en fait la vidéo elle sort 2 mois après, parce qu'en réalité je prends beaucoup d'avance sur mes vidéos. D'accord. J'essaye combien de temps d'avance à peu près? Un mois en règle générale. Okay. Donc parce que si jamais je tombe malade, j'ai quoi que ce soit, au moins j'ai déjà des vidéos qui sont tournées, et puis c'est un peu, comment dire, je suis un peu le genre de type qui, quand il a rien à faire, il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Donc je fais et je trouve ça marrant, ça m'amuse en fait de faire tout ça. Quelquefois, il y a des étapes que je trouve chiantes. Le montage, quelquefois c'est drôle parce que tu te dis ah ça c'est marrant, je vais le mettre là et puis ça va être. Puis quelquefois c'est chiant parce qu'il faut que tu coupes tous les moments où tu as eu des hésitations et ça c'est pas drôle. Et en fait dans l'ensemble, il y a quand même toujours ce plaisir. Voilà, exactement. Je fais un petit peu les contenus. En fait, T'as jamais fait du contenu qui ne te plaisait pas? Non. J'ai jamais fait un contenu qui me plaisait pas, sauf peut-être la vidéo que j'ai fait de réponse à la vidéo réponse de Jean Honche. D'accord. Celle-là me plaisait pas dans le sens où j'aime pas attaquer les gens, j'aime pas renvoyer cette image-là, mais il fallait que je me défende. Et donc du coup, j'aime. Ça a été, comment dire, pas une souffrance de le faire, je l'ai fait, voilà, mais j'aime pas ce type de contenu-là. Ouais. Je le fais uniquement parce que j'y suis entre guillemets forcé. Mais sinon, à côté de ça, je le fais pas. D'accord. Et puis sinon, je fais les sujets par rapport à ce que j'aimerais bien, ce que j'aurais bien aimé avoir comme information quand j'ai débuté la muscu. Voilà. Et donc, si jamais je trouve que le sujet est intéressant à ce niveau-là, je le fais. On est d'accord. Donc, c'est pas tu ne produis pas du contenu, on est d'accord, pour ce que tu aimerais avoir maintenant, mais ce que tu aimerais avoir avant. Ouais. Et aussi, peut-être, ce que j'aimerais avoir maintenant, comment dire, c'est un peu paradoxal parce que si je fais ce contenu-là, j'aimerais pas le voir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai déjà les infos. Donc, je fais du contenu dans l'esprit de ce que j'aimerais voir ailleurs, mais pas sur les sujets que j'aimerais voir ailleurs, puisque si je fais le sujet, c'est que je pense que voilà, je m'y connais suffisamment pour pas avoir envie de creuser encore. Enfin, j'ai creusé en fait. Je vois pas comment l'exprimer, mais oui, voilà. Plutôt comme ça. Non, je comprends bien. Et du coup, comment tu vois un petit peu l'avenir de ta chaîne et de tout ça? Est-ce que tu vois plutôt au jour le jour, ou tu vois plutôt, tu as quand même des ambitions plus lointaines, l'envie de créer certaines choses, peut-être de te détacher du coaching en salle pour te concentrer que sur d'autres projets, de pouvoir vivre uniquement de ça ou quoi? J'aimerais bien, si je pouvais, toujours garder un pied dans le coaching en salle. Même si je devais réduire drastiquement mes heures, et là j'en suis à 10 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme, mais si par exemple même j'avais plus que 5 heures, ça m'irait très bien. Parce qu'en fait, je veux toujours avoir un contact avec les gens. C'est très important pour avoir leurs problématiques, leurs idées, et j'adore le contact humain. Donc pour moi, ça me manquerait. Si jamais j'avais pas au moins une fois par semaine un truc comme ça. Ceci étant dit, sur ma chaîne YouTube, j'aimerais bien faire des projets où je sors de ma chambre,
et où, enfin ma chambre, c'est mon bureau maintenant, mais j'aimerais bien faire des projets où je sors de mon intérieur et il y a déjà des choses qui étaient prévues, mais bon, le confinement n'a pas aidé, pour aller rencontrer des professionnels du monde du sport, de la santé, etc. Tu as rencontré notamment des gens sur la problématique du dopage aussi, Ouais. j'ai vu, sur le crossfit aussi, donc je pense que c'était enrichissant. C'est ça, mais en plus, maintenant j'ai acheté une nouvelle caméra exprès, on va dire, pour ça, en plus cinématique, en plus quelque chose qui, en fait, j'aimerais apporter un côté, sans rogner sur le côté information, apporter un côté qui fasse que même les gens qui ne s'y intéressent pas vraiment, voilà, se disent « Ah ouais, c'est intéressant ». Parce que moi j'ai un vrai problème, c'est que dans la société française actuelle, le sport et surtout le fitness, surtout la musculation, c'est considéré plus bactère. Alors que pour moi, ça devrait être mis, je pense même pas que ce soit par des formations professionnelles, mais je pense que ça devrait être mis tellement plus haut en termes d'estime, parce que le sport, c'est le meilleur médicament. C'est-à-dire que si tu fais du sport, tu réduis mais drastiquement tout ce qu'il y a autour, tout ce que tu dois prendre. Si tu fais du sport, en règle générale, moi je pense que le kendo m'a formé, je pense que la musculation peut former les gens, je pense que le fitness peut former les gens. N'importe quel sport en fait que tu amènes à un suffisamment haut niveau demande un tel niveau de rigueur et de discipline que forcément tu en ressors grandi. Et donc au-delà des bénéfices sur le physique en tant que tel, c'est un bénéfice mental. Oui, c'est un bénéfice en fait d'un point de vue psychologique. D'un point de vue, aujourd'hui, il y a un mot qui est quand même assez à la mode dans notre société, mais d'un point de vue développement personnel. Oui, c'est ça. Et du vrai développement personnel. C'est-à-dire que moi, quelque chose de plus profond. Voilà, j'aime pas trop le côté développement personnel, phrase à l'emporte-pièce en mode sur Insta, les gens qui te mettent oh oui, mais si tu savais que le ciel, enfin j'en sais rien, mais tu vois les phrases d'inspiration sans réel qui n'ont pas de fond et qui n'ont pas de fond, qui sont souvent à moitié fausses, mais qui font juste genre bien. Ça m'énerve. Les livres de développement personnel, c'est souvent un peu du bullshit pseudo-religieux qui m'embête aussi. Mais le sport, pour le coup, ben, c'est concret. Tu dois, en fait, si tu ne fais pas les choses, si tu ne t'autodisciplines pas, tu n'y arriveras pas. Et donc, ça t'apporte des choses incroyables. Bref. Et d'un point de vue, là, on va parler plus business, parce que je pense que l'argent, c'est aussi quelque chose d'important. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te préoccupe quand même un petit peu, que tu mets dans tes perspectives de business quand même, ou pas du tout? Là, pour le moment, c'était surtout sur le fait d'apprécier ce que tu fais. J'ai une immense chance, mais une immense chance, c'est que j'ai toujours vécu dans une famille qui n'est pas spécialement riche, en revanche, qui m'a toujours permis de faire ce que je voulais. C'est-à-dire que je n'ai pas... Enfin, l'argent pour moi c'est très important parce que ma famille n'est pas riche encore une fois, et que quand ma mère m'achetait quelque chose quand j'étais petit, eh ben, j'ai toujours été extrêmement... j'ai eu de la gratitude pour ça, j'ai toujours eu beaucoup de gratitude, j'ai jamais... mes jouets, je les ai encore... Non, je les ai donnés en fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas, ma DS, la toute première DS, j'ai toujours été maladroit. Donc elle est un peu pétée de partout, mais elle fonctionne, tu vois. Et c'est toujours ce genre de choses-là. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que j'ai toujours eu cette gratitude-là? C'est que ça fait que, pour moi, l'argent n'a jamais été un souci. Je n'ai jamais vu ça comme quelque chose qu'il faut absolument désirer et vouloir à tout prix. Et donc peut-être c'est ce qui fait que je me détache beaucoup de ce côté-là, de ce côté je veux être quelqu'un qui a du succès et qui gagne masse de thunes. C'est quelque chose qui m'intéresse moyennement. Alors ça ne veut pas dire que je cracherai pas dessus, et pour moi en fait l'argent ça doit être une solution, ça doit pas être un problème. Donc je veux faire en sorte, là à l'heure actuelle j'ai encore un petit peu de soutien financier de ma mère parce que je n'ai lancé mon activité de coach sportif que quand j'ai eu mon diplôme, donc il faut que ça se mette en place. C'est à peine il y a un an, même pas. Non, oui, il y a quelques mois, et ça commence maintenant, je commence à avoir 10-15 clients, donc ça commence, tu vois, et je pense que je vais pouvoir bientôt m'émanciper complètement, hein. C'est pas un apport financier énorme, mais voilà. Et dans l'idée, en fait, j'aimerais faire en sorte que ce ne soit plus un problème pour ma mère, que je ne sois plus un poids pour qui que ce soit, et que pour moi-même, tu vois, j'ai tous les frais qui soient réglés. Et à partir de ce moment-là,
je cracherai pas sur gagner plus d'argent, mais est-ce que toi, tu orienteras, est-ce que tu penseras quand même dans le développement de ton business ou non, tu laisseras les choses venir dans le temps? non, je pense au développement de mon business, mais j'y pense pas en me disant il faut que je gagne le plus d'argent possible. Ouais. Je pense à faire des projets que je pense qui vont me rapporter de l'argent, mais qui, je pense surtout, vont apporter de la valeur aux gens. C'est-à-dire que… Donc valeur avant argent. Exactement. Pour moi, la valeur prévaut et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup trop chers sur le marché du fitness par rapport à la valeur qu'ils apportent. Après, s'il y a des gens pour acheter, très bien. Mais moi, je ne pourrais pas me le permettre. Et je pense notamment, par exemple, aux programmes sportifs en ligne. Moi, je ne fais que du suivi à l'heure actuelle. Mais si un jour, je fais des programmes sportifs, là, j'ai un projet un petit peu dans ce sens-là, ça ne sera pas quelque chose déjà de cher. Je pense que si je propose ça à 50 €, ce sera le grand max. Alors peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, tu vois, mais dans ces eaux-là. Et surtout, ce sera quelque chose qui apportera une vraie valeur. Ce ne sera pas un programme que je te donne, machin, etc. Ce sera peut-être un programme ou plein de programmes différents, mais enfin, tu sais, dans un même package, ou comment faire évoluer ton programme. Mais en tout cas, je veux proposer quelque chose qui ne me semble pas être de l'arnaque, dans le sens où comment proposer un programme, enfin comment proposer de vendre un programme sportif à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est toujours une problématique assez… Si on est tous différents, si on est tous différents, tu ne peux pas vendre un programme. Tu dois, ou alors, il faut le dire. Il faut dire, ce programme, il a été conçu pour telle personne. Et tu ne peux pas dire, ce programme, il a été conçu pour faire de la masse. Ça n'est pas vrai. Il n'a pas été conçu pour toi. Entre Gilbert qui a 50 ans qui se remet au sport et le jeune Mathéo qui en a 15 et qui n'en a jamais fait de sa vie, les problématiques sont totalement différentes. Et même si on aura un tronc commun, une base commune, il y aura forcément de grandes variations dans un programme comme ça. Ok, donc si on devait résumer, individualisation, pour toi, c'est quelque chose… C'est primordial. Essentiel et c'est la chose que tu mettrais le plus en avant. C'est primordial, individualisation. Est-ce que dans ce… On va être bref là-dessus, mais dans ce processus d'individualisation, c'est aussi pour ça, quelque part, que tu cherches avant tout à apprendre, à comprendre, entre guillemets, son corps, pour que aussi les gens, même avec des programmes justement qui pourraient avoir un petit peu n'importe où, ils puissent comprendre comment peut-être le modifier, y apporter quelques nuances, et voilà. Alors peut-être, je te donnerai peut-être une petite voie pour ton business, mais pourquoi ne pas, au lieu de créer un programme d'entraînement, plutôt une formation qui t'apprend à créer ton programme d'entraînement? C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, mais pour faire ça, il faut que je dégage du temps et que je le fasse de façon correcte. C'est un projet qui viendra probablement à terme sous une forme ou sous une autre, que ce soit un livre, une formation vidéo, quoi que ce soit. J'en suis sûr, tu vois, mais il faut que je trouve la bonne opportunité et les bons moyens. Et je pense, et ça c'est une de mes philosophies de vie, que, comment dire, si tu n'attaques pas quelque chose, tu n'en trouveras pas les moyens, mais qu'il y a des fenêtres dans ta vie où tu as un peu les choses qui s'emboîtent dans le bon sens et il faut être capable de s'engouffrer dedans. Et pour le moment, j'ai pas l'impression… Tu n'as pas l'impression que c'est le moment. C'est le moment, voilà. Peut-être que c'est… Enfin, comment dire, c'est une de mes philosophies de vie, peut-être pas. C'est peut-être plutôt une de mes croyances, dans le sens où j'ai pas d'éléments factuels pour le corroborer, mais je me suis quand même rendu compte que il y a une espèce de déterminisme à ce niveau-là où si tu te sens pas prêt déjà mentalement, si tu sens que les choses sont pas là, tu vas pas vraiment réussir à te mettre dans le projet à 100%. Voilà. Ok, bon, très bien, c'est vraiment super enrichissant, on va dire. Après, on partage ou on ne partage pas ta philosophie de vie et je pense que tu es vachement ouvert là-dessus. Ah oui, complètement. Toi, tu es quelqu'un de très ouvert et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi d'ailleurs, mais voilà. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est ta philosophie, elle est tout à fait respectable et moi j'apprécie vraiment. Et justement dans cette philosophie-là, là on va parler un peu plus de toi. Tu t'es quand même mis sur un créneau assez controversé dans la critique, mais pas de la critique pour critiquer, de la critique pour apporter quelque chose. Et… La vraie critique en fait. C'est-à-dire que… Bien sûr. Non, mais je veux dire, je me permets de t'interrompre là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit souvent critique comme quelque chose qui est de négatif. Alors que critique, purement et simplement, c'est émettre
un jugement sur quelque chose, mais qui ne soit ni connoté, parce que même jugement, ça a une connotation. Il ne faudrait pas que ça ait de la méchanceté. Exactement, c'est ça. Et justement, il y a beaucoup de chaînes YouTube, je ne citerai pas de nom, mais on sait de qui je parle actuellement. Un certain nombre de super-héros, mais je ne dirai rien, qui ont basé tout leur contenu sur ça. Il y en a beaucoup comme ça. Toi, c'est différent. C'est de la critique constructive. Mais du coup, comme tu es un petit peu toujours dans cette controverse-là, dans le milieu du fitness, particulièrement français, on sait que c'est pas trop aimé, les gens n'aiment pas être critiqués, les gens n'aiment pas qu'on remette en question leurs choses. Et tu te retrouves du coup avec des communautés de ces personnes qui les adorent, qui viennent te critiquer, qui viennent te défoncer, qui viennent avec de la méchanceté gratuite. Comment on gère ça quand on a cette exposition? Parce que je pense aussi, et là ça peut être un frein de beaucoup de personnes, et dans une vie au final, quoi qu'on entreprend, j'ai envie de dire, il y a toujours des haters qui sont là un petit peu pour te défoncer et pour ça. Mais toi du coup, comme tu es, je pense, soumis énormément à ce genre de choses, est-ce que tu aurais des conseils à ce niveau-là? Comment on fait pour mieux gérer ça? En fait, c'est simple. Depuis que je suis petit, j'ai aucun mal avec l'opposition. Pourquoi? Parce que en fait, quand je défends mes convictions, quand je suis un petit peu sujet à controverse, et il faut savoir que moi, la provoque, on va dire, entre guillemets, tout le monde me l'a attribué durant toute ma vie, même si j'ai jamais cherché à faire de la provoque. Enfin, ça peut arriver. Dans un objectif de construire quelque chose. C'est ça, c'est pas la provoque méchante voilà. juste pour dire... Voilà, exactement. C'est vrai que la provoque, je peux en faire, mais je le fais pas dans le but de détruire quelqu'un. Je le fais dans le but de construire quelque chose, exactement. Et donc du coup, moi, mes valeurs, qu'est-ce que c'est? Mes valeurs, c'est de faire c'est d'essayer de construire ces choses-là, quoi. Donc, peu importe qu'on va me jeter dessus. Parce que tu t'y attends quelque part. Tant que je suis fidèle à mes valeurs, qu'est-ce qui est le plus important? Être fidèle à mes valeurs ou fidèle aux valeurs des autres. Exactement, m'écraser en fait devant les autres. Si je pense que mon action va contribuer à la société de façon favorable, et la société, ça veut dire à mon petit niveau dans le domaine du fit game, tant mieux, alors je fais les choses. Je ne fais les choses que par rapport à ce que je pense qui est juste. Ça veut dire qu'on peut... pas dire que c'est la vérité forcément, mais c'est qui est juste pour toi. Voilà, exactement. Et surtout, ça ne veut pas dire que je suis borné sur ma définition de ce qui est juste. Si un jour quelqu'un arrive avec de bons arguments et me dit de façon sympathique et amicale, ce que tu fais là, c'est pas bien parce que ça, ça et ça et ça, je vais changer d'avis en fait. En tout cas, je me plais à penser que je changerai d'avis parce que c'est tout mon objectif justement, c'est de mettre ça en avant, c'est que, et du coup je vais expliquer ma démarche un petit peu plus en détail rapidement, c'est je ne critique pas les gens, je critique ce qu'ils disent. Et donc du coup, je suis parfaitement ouvert à ce qu'on critique ce que je dis, puisqu'en fait les gens ne sont pas ce qu'ils disent et ne sont pas leurs connaissances. Les connaissances, ce n'est rien contre la personne. Voilà, exactement. Les connaissances ne sont pas les personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a du mal à imprimer dans le milieu du fitness, c'est que si tes connaissances sont ce qui te définit, alors dès qu'on attaque tes connaissances, tu te sens mal. Mais si tes connaissances ne te définissent pas, mais que ce sont plutôt tes valeurs, ta façon, ta méthode, les choses, la façon dont tu arrives à tes conclusions, la façon dont tu arrives à tes conclusions qui te définissent, alors peu importe la connaissance, dès qu'il va y en avoir une meilleure, tu vas être capable de remplacer ce que tu pensais déjà. Et c'est ce qui manque dans le monde du fitness, puisque quand on a des gens qui, ça fait des années, qui sont connus comme étant des grands pontes du milieu, qui ne savent pas se mettre à jour, eh ben on se retrouve avec des grands pontes qui sont suivis et qui disent factuellement des choses qui sont fausses maintenant, qui étaient vraies il y a quelques années, en tout cas qu'on pensait vraies il y a quelques années, et que maintenant on pense fausses parce qu'on a évolué sur la question, eh ben tu vas leur dire, ils ne se remettront pas en question. Ils ne le feront pas parce que ça remettrait en cause leur crédibilité et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et ils vont se sentir même attaqués quand tu le dis, alors que ça ne devrait pas être le cas, ils devraient se mettre à jour. Est-ce que tu ne penses pas que justement, pour le coup, ces personnes-là, au final, elles y gagneraient énormément en crédibilité à se renouveler, mais en fait, à accepter ça? Je ne sais pas si elles gagneraient en crédibilité parce qu'il faut savoir qu'il y a un phénomène qui se passe à l'échelle de l'immense majorité des gens. Par exemple, on l'a vu avec Didier Raoult. Qu'on en pense du bien ou du mal de ce gars-là, moi, ça ne me regarde pas. Là, ce que je veux dire, c'est que pourquoi les gens ont massivement pensé du bien de Didier Raoult? Parce qu'il était sûr de lui, en fait. Et c'est le fait qu'il soit sûr de lui qui a apporté cette crédibilité. Ça réunit les gens de sa pensée. C'est ça. Et les personnes qui sont souvent, selon moi, les plus intelligentes et celles qui ont le plus de connaissances, sont souvent réservées sur
ces affaires-là. Alors, encore une fois, je ne dis pas que Didier Raoult est un idiot, loin de là. Je dis juste que le plus souvent, je retrouve les personnes qui correspondent le plus à mon idéal d'intelligence chez des personnes qui sont mesurées. Mais ce sont paradoxalement des gens qui ont beaucoup moins de popularité parce qu'en fait, ils sont capables d'avoir cette réserve-là. Et ça ne plaît pas aux masses. Donc peut-être qu'elles n'y gagneraient pas en crédibilité. En revanche, elles y gagneraient très certainement en honnêteté. Et pour moi, c'est plus important. Tu as démontré toute ta capacité à raisonner sur des sujets complexes, je pense. Merci. Alors, moi là, j'aimerais te poser quelques petites questions pour terminer cette interview. Quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ta vie? Est-ce qu'il y en a forcément une, mais peut-être pas évident à rechercher comme ça rapidement. Le fait d'être, au départ, hein, le fait d'être... Alors, je vais faire une réponse un petit peu plus longue, mais ça va quand même être rapide. Dis-moi. Je pense que ça me vient de la famille du côté de mon père. En fait, il faut savoir que mes parents ont divorcé comme l'immense majorité des personnes. Hein. Je ne suis pas un petit ange spécial. Mais du coup, le fait que mes parents aient divorcé et que j'ai été hypersensible à ce moment-là, à cette époque-là, ouais. En plus... Ça t'a forcément touché. Ça m'a pas... Oui, enfin je le vis très bien maintenant. Mais ça a été forcément quelque chose qui m'a touché, qui s'est répercuté derrière sur peut-être mon estime de moi pendant un moment et qui fait que j'ai eu, en plus j'ai été diagnostiqué enfant précoce, machin, etc. Et du coup, ce mélange-là a fait que pendant longtemps, je me suis cru supérieur aux autres. Et d'avoir travaillé, et c'est encore une fois l'école de la vie, franchement j'invite les jeunes à aller travailler dans des jobs pourris, qui m'a appris en fait à me dire, mais en fait dans chaque personne, il y a quelque chose qui est meilleur que ce que je fais moi. C'est-à-dire que je suis peut-être meilleur que lui sur ce domaine-là, mais il y a forcément un domaine dans lequel lui est meilleur que moi. Et donc, du coup, avoir cette humilité-là m'a permis de surpasser ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent souvent « Ah oui, mais t'es hautain, etc. » J'ai pas l'impression de l'être, peut-être que je le suis, mais j'ai pas l'impression. Et si je le suis, en tout cas beaucoup moins qu'avant, c'est grâce à cette prise de conscience-là. Donc voilà, je t'ai donné mon problème et la façon que j'ai eu de le résoudre. Super, c'est génial. Et du coup, maintenant, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué le plus dans ta vie, une phrase qu'on t'a dit, qui t'a marqué le plus et aujourd'hui qui... Alors là, pour moi, c'est évident, l'évidence même, c'est bienveillance et sincérité. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose qui n'est pas assez sincère ou bienveillant, s'il n'y a pas ces deux composants-là, alors il vaut mieux pas la dire. Pourquoi? Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, si c'est bienveillant, d'accord? Si c'est bienveillant mais pas sincère, c'est juste du mensonge pour faire se sentir la personne mieux. Mais à long terme, ça ne servira à rien parce qu'en fait, tu lui auras dit un mensonge. Donc, elle aura construit toute sa confiance en elle sur un mensonge. C'est terrible parce que le jour où la vérité éclate, elle est détruite. Et si tu n'es que sincère, d'accord? Et c'est là où c'est très important. Si tu n'es que sincère, oui, tu dis la vérité, mais tu es un connard. Et ça n'apporte rien à la personne. Ça n'apporte rien parce qu'elle ne voudra pas recevoir ton message et elle a bien raison. Le cerveau humain est comme ça de toute manière. Et elle a bien raison parce que si quelqu'un arrive, moi, sur ma chaîne YouTube et me crache à la gueule, même s'il me dit la vérité, je vais le bannir. Parce que quand il y a quelqu'un qui vient dans ma maison et qui me crache à la gueule, même s'il me dit la vérité, je le fous dehors. Et c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal. Donc, bienveillance et sincérité. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais un petit peu différemment pour développer ton business ou pour l'instant Mais en fait, j'essaye de faire le maximum. Des erreurs peut-être que tu aurais fait, des erreurs que tu aurais fait que tu te dis bon j'aurais pu le faire différemment au final ou des choses que tu regrettes justement et que voilà. Alors, je ne regrette rien parce que je pense que tout est formateur. Si j'avais l'expérience maintenant que j'ai maintenant pour mes débuts, je pense que je me lancerais plus tôt sur YouTube plutôt que de me faire les articles et je ferais, comment dire, j'essaierais d'être plus divertissant dès le départ parce que je pense que la connaissance que j'ai, en tout cas la connaissance que j'essaye d'apporter, si je veux la rendre la plus transmissible possible aux autres, il faut que j'essaye de me mettre au niveau des autres et que je ne parle pas dans une surcomplexification des choses. Donc je pense que je tenterai d'être plus divertissant sans sacrifier de la précision ou de la qualité. Voilà. C'est important d'avoir des mentors dans la vie. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est important parce que ces personnes dans notre vie, elles nous donnent
peut-être des façons de penser qui nous correspondent et elles nous poussent à progresser. Et toi, est-ce que tu pourrais nous donner 3 mentors, du coup 3 personnes que tu conseillerais d'absolument suivre ou 3 livres éventuellement qui ont marqué ta vie vraiment? D'absolument suivre, attends, parce que Non, si jamais je te cite des gens de mon entourage, peut-être qu'il ne faudra pas les suivre. Hein. S'il vous plaît, laissez-les tranquilles. C'est 3 personnes qui, pour toi, Ouais. impactent ta vie de manière significative et que tu prends peut-être pas pour modèle, mais en tout cas qui te font avancer dans la vie. Déjà, je vais te dire 2 personnes qui sont dans mon entourage. Déjà, l'idéal que je me fais de mon grand-père. Et je ne te parle pas forcément de mon grand-père en tant que personne, mais parce que mon grand-père, il faut savoir que l'année où je suis parti pour le Japon, il a fait un AVC et il n'arrive plus à parler très bien maintenant. Mais durant toute ma vie, durant toute mon enfance, mon grand-père, c'était mon idéal. Je pense que c'est parce que mon père ne pouvait pas l'être et parce que, je vais te raconter 2-3 anecdotes comme ça, mais lui, il faisait beaucoup de bagarres quand il était jeune. Il était, cette espèce de culture en fait de devenir fort, de devenir un homme. Tu vois ce que je veux dire, et en même temps d'être ultra généreux avec moi, ultra généreux. Il est ultra dévoué. Enfin, moi, comme je dis, j'ai été gâté par le destin. Et j'ai une gratitude immense envers ma famille. Mon grand-père, il s'est toujours plié en 4 pour moi, mais quand je dis plié en 4, c'est je l'ai appelé à 3h du matin, il vient me chercher. Tu vois ce que je veux dire? Il ne se pose même pas la question. Il est à l'autre bout du pays, il vient. Tu vois, si j'ai besoin de lui, c'est ça. Et ces espèces de valeurs-là, de générosité, mais sans faille pour les gens qu'il aime, et ce côté aussi très puissant. Mon grand-père, c'était le plus fort du monde, tu vois. Et même à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment la génération, tu sais, de gens très très forts, quoi. Il fait ma taille, il transportait des canapés de 200 kg sur son dos, il a toujours bossé dans le bâtiment. Enfin, tu vois, c'est un monstre. Enfin, vraiment, il a cassé la gueule à des gens qui étaient de 20 ans plus jeunes que lui parce qu'ils avaient, une fois, il y avait mon petit frère qui courait dans la gare et puis t'as un gars qui a voulu s'en prendre à lui parce qu'il a renversé son verre de bière. Bon, il a sauté dessus, il a éclaté la tête. Quoi. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté en fait protection. Voilà, ça c'est vraiment mon premier mentor, c'est mon grand-père de ce côté-là. Mon deuxième, c'est mon professeur de kendo que je juge. Enfin, maintenant c'est plus mon professeur, c'est mon collègue parce qu'on enseigne tous les deux aux jeunes. Mais je juge que cet homme est d'une pureté philosophique sans faille. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi profondément gentil, d'aussi profondément attaché aux valeurs du travail, de la sincérité. Il n'est pas parfait, mais il s'efforce de l'être. Et moi, ça m'a beaucoup motivé. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur un tas de trucs. Il est notamment au niveau du... source de motivation. Voilà, exactement. Notamment au niveau du kendo, je le trouve psychorigide sur certaines choses. Mais c'est pas grave parce que déjà, il est super ouvert d'esprit et on peut discuter à ce niveau-là. Et même si il a une certaine sorte de psychorigidité, je le taquine là-dessus, il en rigole. Et c'est Luc, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Mais oui, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est la personne en qui je me reconnais le plus. Et troisième personne, ça va être difficile de trouver une troisième personne. Peut-être que je vais essayer de citer quelqu'un de célèbre, de connu, que je trouve, génial dans sa façon. Moi je remarque que depuis le début pour l'instant c'est surtout l'humain qui prime chez toi. Donc, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça sera sûrement une personne très humaine, celle que tu viens de me dire, ou peut-être rien à voir. Hein. Peut-être, ouais. C'est vrai qu'en tant que... peut-être un sportif de haut niveau, quelque chose comme ça, une personne que je trouve géniale de façon... Non, je vais citer pas un mentor, mais je vais citer quelqu'un qui, je pense, a tout compris sur YouTube, peu importe ce que je pense de lui, d'accord? Je pense que c'est intéressant. Fabien Olicard. Je pense que cette personne-là a tout compris à YouTube et je suis extrêmement admiratif. Peu importe ce qu'on pense du côté marketing, etc., que je trouve... Il y a vraiment des fois où je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire les choses, mais dans son génie, dans la façon qu'il a eu d'expliquer les choses, de montrer les choses, ce n'est pas un contenu qui me plaît forcément, mais je ne peux que m'incliner devant ce génie-là, en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer un jour
pour bosser avec lui sur quelque chose au niveau du sport ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment le faire. Il y a quelques fois où j'ai pensé, tu sais, à me dire, mais comme il habite à côté de l'endroit où il travaille, peut-être que si j'arrive à retrouver par le déplacement, par le déplacement de la lumière sur les machins, peut-être que je pourrais arriver à retrouver. Mais en vrai, je le ferai jamais, tu vois, parce que j'ai trop de respect pour ce genre d'intimité-là. Et j'aimerais le rencontrer au détour de quelque chose pour qu'il reconnaisse, on va dire, le potentiel que je peux avoir, parce que s'il ne le reconnaît pas, même si je lui propose une vidéo, il va me dire bah non, t'es qui, tu vois. Donc ça sert à rien et ça se fera encore une fois peut-être ou peut-être pas. Mais c'est vraiment une personne que je trouve qui a tout compris à YouTube. Et pour le coup, je suis admiratif. Même s'il y a encore une fois certains trucs sur lesquels vraiment, je trouve que c'est pas ouf. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais pourtant admirer le travail de la personne dans sa globalité. Et j'aimerais ajouter un petit truc sur cette question-là. Dis-moi. Je pense qu'on doit, si on veut grandir en tant qu'être humain, être le mentor de quelqu'un et le faire de façon active. Moi, je pense avoir avec mon meilleur ami qui est plus jeune que moi, qui doit avoir 3 ou 4 ans de moins que moi, qui a été mon élève au départ en kendo. Et puis tu sais, au fur et à mesure des années, la différence d'âge, ça me nuise parce qu'en fait, en pourcentage de vie, voilà. Et j'ai fait le maximum possible pour que mon élève, pour l'élever à tous les niveaux, pour l'aider sur tous les points, que ce soit au niveau kendo, sport, nutrition, mais aussi humainement parlant, j'ai essayé de lui apporter le plus possible. Et en fait, de lui apporter des choses, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais beaucoup plus que ce que j'ai donné, j'ai l'impression, tu vois, parce que ça t'incite à réfléchir aux choses, à pourquoi tu les dis. Et quand tu dis à quelqu'un, il faut faire ça comme ça me semble être le mieux, tu te poses la question à toi-même, tu te dis déjà, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça comme ça, et surtout, est-ce que je le fais vraiment? Et en fait, en le disant à quelqu'un d'autre, tu te dis, mais en fait, il faut que je le fasse moi aussi. Et à l'inverse, tu vois, moi qui avais tendance à être socialement, j'adore les gens, mais j'avais des petits moments un petit peu où je ne me rendais pas compte que certaines choses que je disais pouvaient être blessantes, etc. Lui, et comme ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de tout le monde a quelque chose qui était supérieur, lui, socialement, il est extrêmement fort, il sait toujours mettre les gens en avant, etc. Et de voir ça, j'ai l'impression de m'inspirer en fait, et ça m'apporte énormément. Il sait parce qu'en plus au quotidien, je suis, dans les réponses que j'ai avec mes potes, je suis un vrai connard, mais vraiment quoi. Tu vois, genre, je dis non, là tu dis de la merde, là machin et tout, mais il m'apprécie pour la personne que je suis, il sait, voilà, ça le fait mourir de rire sur certaines choses. Et à l'inverse, quelquefois, il me corrige, il me dit non, mais là, t'aurais pas dû lui dire ça. Tu vois, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, devenez le mentor de quelqu'un, ça apporte beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer ce podcast sur cette belle parole. Non, mais c'est vraiment quelque chose auquel on ne peut pas penser, peut-être l'impact dans une vie. Mais moi, j'ai ressenti l'impact que devenir le mentor de quelqu'un pouvait avoir. Et je pense que voilà. On peut vraiment terminer sur cette belle parole parce que. En tout cas, il faut s'efforcer parce qu'en plus, on est encore plus obligé d'être la meilleure personne qu'on peut être. Voilà, je tenais encore une fois à remercier Gaïs pour cette super interview, c'était super enrichissant. J'espère que tu as apprécié. Dans tous les cas, dis-moi en commentaire ce que tu as retenu et dis-moi aussi si tu as envie que je continue à faire et à aller surtout à la rencontre de ces personnes pour qu'on puisse tous ensemble continuer de se tirer vers le haut, de progresser et vraiment de devenir de meilleures personnes. Tous les liens dont tu as besoin sont dans la description de cet épisode. Mais avant de partir, n'oublie pas de me lâcher un énorme pouce bleu. N'oublie pas, bien entendu, de mettre une petite review et 5 étoiles si tu m'écoutes au format podcast. N'oublie pas d'aller partager cet épisode sur tes différents réseaux sociaux tout simplement. Et si tu veux pas rater le prochain, il n'y a qu'une chose à faire, t'abonner. Ciao, ciao!